Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder la partie 2 de la vidéo sur le sommeil de nos enfants. Donc je te mettrai bien évidemment la première partie en barre d'infos. Je le reprécise également si tu tombes sur cette vidéo, mais je me suis basée sur le livre Dormir sans larmes pour faire cette vidéo. Tu n'es pas forcément obligé d'avoir vu la partie 1 pour voir cette partie 2. Pour moi, il n'y a pas forcément d'ordre. Comment savoir s'il y a un problème ? On va dire que dans cette partie-là de vidéo, je vais aborder, on va dire, différents chapitres, on va dire. Le premier chapitre, ça va être l'erreur d'interprétation. On a tendance à nous faire penser qu'un bébé fait des caprices. Qu'un bébé, ça a besoin des bras uniquement pour nous emmerder. Très clairement, quand on entend les pros qui nous entourent, très souvent on a l'impression que c'est ça. Mais non, un bébé, ça ne demande pas les bras, entre guillemets, pour nous embêter. Un bébé également, ça ne se réveille pas par plaisir. Tout comme nous, adultes que nous sommes, eh bien, on se réveille une dizaine de fois par nuit. Et c'est le cas également pour les bébés et les enfants. Ils se réveillent autant de fois que nous, sauf que nous, à l'âge adulte, on est beaucoup plus mature. Et par conséquent, des fois, on se rend même pas compte qu'on se réveille. Voilà, il suffit des fois qu'on tire un petit peu la couverture, on se retombe dans le lit. Ce sont des micro-réveils. Mais nous sommes adultes, nous avons un cerveau mature. Par conséquent, nous sommes totalement capables de nous rendormir, ce qui n'est absolument pas le cas d'un bébé, puisqu'un bébé a un cerveau complètement immature et il est tout simplement incapable de se rendormir seul. Le sommeil, c'est un processus évolutif avec le temps et malheureusement, à part laisser du temps au temps, il n'y a pas de méthode miracle pour qu'un bébé en fait arrête de se réveiller la nuit. Rien n'est plus facile que pour un adulte, peu importe que ce soit les parents, le pédiatre ou quelqu'un d'autre, un membre de la famille par exemple. Rien n'est plus facile pour un adulte que de fausser le message d'un bébé, puisqu'un bébé, à part pleurer, n'a pas un autre moyen d'expression, on va dire, pour réussir à se faire comprendre. Du coup, c'est très facile pour un adulte de, on va dire, prendre la place du bébé, de parler à sa place et de du coup mal interpréter la demande du bébé. Le savoir, c'est le pouvoir. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que forcément, si on a un bébé et qu'on ne sait absolument rien d'un bébé, qu'on ne connaît pas le fonctionnement d'un bébé, on va forcément se référer automatiquement aux pros de santé qui nous entourent et à l'entourage, voilà, des amis qui ont déjà eu des enfants. Et ça, crois-moi, tu vas l'entendre, même si tu le demandes pas. Tu as forcément des gens dans ton entourage qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai élevé 3 enfants, je sais mieux que toi. » Ah bah oui, effectivement, non. Le nombre d'enfants ne veut absolument pas dire que tu sais mieux élever un enfant que quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant. Voilà, ça ne veut strictement rien dire. On est tous égaux là-dessus. Un bébé, ça n'a pas du tout un mode d'emploi. Et chaque bébé est différent. Donc chaque bébé a des besoins différents. Si tu ne te renseignes pas, du coup, tu ne sais pas qu'un bébé, qu'un nouveau-né en tout cas, ça ne fait pas que dormir et manger. Un bébé s'est éveillé plusieurs heures par jour. Quand je dis bébé, là je parle vraiment de nouveau-né. Parce que voilà, très souvent, on entend qu'un nouveau-né, ça ne fait que manger et dormir et rien d'autre, ce n'est pas éveillé. Forcément, si tu entends ça tout le long de ta grossesse, même avant et même après, forcément, si tu vois ton bébé qui est éveillé plusieurs heures par jour, tu vas tout de suite te poser 36 000 questions et tu vas te dire que ton bébé n'est pas normal. Alors que si tu t'étais renseigné, tu saurais qu'un bébé, ça mange, ça dort, c'est éveillé, ça regarde son environnement, bref, tout ça. C'est important dans sa parentalité qu'on arrive à se faire confiance. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout que voilà, comme je te disais, on est entouré en général de personnes un petit peu qui gravitent autour de nous, qui nous racontent un petit peu tout et n'importe quoi. On est très vite largué, on est très vite perdu. Parfois même dès le séjour à la maternité, très souvent on a des discours complètement contradictoires d'une auxiliaire de puériculture à l'autre, même d'une sage-femme à l'autre. C'est hyper compliqué du coup, au milieu de se dire, du coup, qu'est-ce que je fais ? C'est hyper compliqué également, surtout quand c'est un premier enfant, de s'écouter soi et rien que soi. Mais du coup, pour en revenir un petit peu au sommeil, du coup, parce que c'est ça qui nous intéresse, quand je te disais qu'il faut se faire confiance, c'est parce que également on connaît notre enfant, on connaît notre bébé. On sait par exemple si son bébé a assez dormi ou s'il n'a pas assez dormi. Ça se voit très rapidement sur le visage d'un bébé, ou surtout d'un enfant en tout cas. Pour te donner rapidement un exemple, mais on en reviendra juste après, mais par exemple, si toi tu as mal dormi, tu vas le savoir. Quand tu vas te regarder dans une glace, tu vas le voir que tu as mal dormi. Tu as les traits qui sont tirés, parfois on a même un petit peu le visage un petit peu gonflé.
On a presque parfois un peu les yeux qui sont tirés comme ceci. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui se voit quand je suis pas très bien éveillée. J'ai les yeux qui sont hyper tirés. Enfin bon bref, ça se voit. Pour un enfant, c'est exactement la même chose. Suivant encore une fois le caractère de l'enfant par rapport au sommeil, mais c'est vrai que en général, si l'enfant est joyeux, si l'enfant sourit, si l'enfant est un petit peu agité, encore une fois, ça dépend de son caractère. Bref, si tous les feux sont au vert, on va dire, par rapport à lui, à son caractère et comment, on va dire, il est de base, on va dire, c'est que tout va bien. Nous sommes tous différents et malheureusement, on est dans une vie où on se fie énormément aux statistiques, on regarde énormément la montre, on regarde beaucoup les tableaux et on a besoin, pour se rassurer, de voir que notre enfant rentre dans un moule, rentre dans une fenêtre, voilà, en se rassurant en disant « Ah, c'est bon, il y a marqué qu'à tel âge, il doit dormir 10 heures par jour, il dort 10 heures par jour, c'est parfait. » Malheureusement, les tableaux, encore une fois, c'est comme un moule, c'est-à-dire que c'est une généralité, alors que normalement, eh bien, on devrait faire plutôt du cas par cas et pas de la généralité. Pour que ça soit un petit peu plus parlant, je te propose du coup qu'on prenne encore une fois un exemple, mais c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus parlant et ça permettra d'amener un peu plus de réflexion. Par exemple, nous, en tant qu'adultes, on est censé, soi-disant, pour avoir un bon sommeil et pour avoir une bonne nuit, on va dire, réparatrice, il faut qu'on dort 8 heures par jour. Enfin, en tout cas, 8 heures par nuit, plutôt. Donc, de base, il faudrait que nous, en tant qu'adultes, du coup, on dorme 8 heures par nuit. Eh bien, je pense que si tu fais un sondage autour de toi, je pense que tu verras très rapidement, mais personne ne dort pétante 8 heures par jour. Moi, personnellement, c'est absolument pas mon cas. Et très souvent, les personnes qui vont se rapprocher des 8 heures, on va dire par nuit préconisées, soi-disant encore une fois par des tableaux, ces personnes-là vont un petit peu culpabiliser. Elles vont te dire par exemple « Oh, je ne dors que 7 heures par nuit ». Eh bien, elles vont un petit peu culpabiliser. Elles vont dire « Oui, je sais, normalement, il faut dormir 8 heures par nuit pour être bien ». Mais j'ai envie de te dire, il y a des personnes qui vont dormir que 5 heures par nuit et qui vont être au taquet, qui vont être super bien. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de 10 heures par nuit, et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin que de 7 ou 8 heures de sommeil. Eh bien, c'est exactement pareil pour les bébés. Voilà, je trouvais cet exemple assez parlant. Maintenant, on va parler de nos besoins à nous en tant que parents et les besoins de nos bébés. Car je pense que tu n'auras pas pu passer à côté, surtout si tu as des enfants. Mais très souvent, on est comme ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est les besoins de nos enfants. Et ici, c'est nos besoins à nous, en tant que parents, en tant qu'individus, pour, on va dire, se sentir bien. Et voilà ce qui se passe. Voilà. On est sans cesse dans un rapport de force, en fait, entre nos besoins, pas nous, et les besoins de nos enfants. Et ça, c'est un véritable problème parce que, déjà, de base, la société n'est pas assez évoluée pour ça. C'est-à-dire qu'il faudrait fonctionner en tant qu'adulte, comme si on n'avait pas d'enfant. Pour tout. C'est-à-dire, on doit travailler comme si on n'avait pas d'enfant. On doit avoir une vie sociale comme si on n'avait pas d'enfant. Et en même temps, si on a une vie sociale comme si on n'avait pas d'enfant alors qu'on en a, ça pose vite problème. On nous traite de mauvais parents, on nous traite de mauvaises mères, surtout parce que les pères, ça pose beaucoup moins de problèmes. Tout de suite, c'est la mère le problème. Enfin bon, bref, c'est un fléau, littéralement. Et on n'est clairement pas du tout aidé à cause des politiques, entre autres, qui n'entament pas de réformes assez sérieuses. Il me semble que les dernières réformes en termes de parentalité, ça a été le congé paternité qui a été allongé jusqu'à 1 mois, ce qui est génial d'un côté, mais c'est clairement pas suffisant pour, on va dire, le travail qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Il y a eu également, il y a quelques années, une convention, il me semble, des 1000 premiers jours de l'enfant, il me semble. Il y a eu des influenceurs qui étaient invités. D'ailleurs, elles en ont brièvement parlé, et puis après, silence radio, comme si rien ne s'était passé. Bref, tu l'auras compris, un des problèmes que l'on peut également rencontrer en tant que parent, c'est le fait que nos besoins et les besoins de nos enfants sont en compétition en permanence. Et forcément, ça impacte les nuits du bébé, puisque, en fait, comme nous, on a besoin de sommeil, et on a besoin aussi de tranquillité, parce que ça aussi, très souvent, les enfants qui sont réglés, comme par exemple les parents qui vont dire « Oui, le mien, il est couché à 20h ». Coucher à 20h ne veut pas forcément dire dormir à 20h. Très souvent, les parents ont besoin de faire un break, une pause, et ont besoin d'avoir leur soirée, ce qui est totalement compréhensible. Il y a également le travail, le fait qu'on se lève tôt, et forcément, si le bébé dort pas, on a des nuits hachées, forcément, le lendemain au travail, ça va se ressentir. On est beaucoup moins performant, on est beaucoup moins productif, on est fatigué, enfin bref, c'est un cercle vicieux. Il y a évidemment aussi la fameuse charge mentale. Alors ça, quand on a des enfants, c'est également décuplé. D'autant plus, voilà, si tu as un sommeil
qui n'est pas franchement réparateur et si tes nuits sont hachées. Comme je te le disais, du coup, on aimerait vraiment réussir, on va dire, à tout combiner. Que ça soit vie professionnelle, vie personnelle et vie sociale. On aimerait réussir à tout combiner, mais malheureusement, on est dans un, on va dire, dans un pays, surtout parce qu'il y a des pays qui arrivent plus facilement que d'autres, entre autres les pays nordiques, qui ont vraiment fait une très très grosse réforme autour de la parentalité et qui y sont quand même très très bien arrivés. Mais on va dire que nous, on va dire le problème, voilà, c'est ce que je t'expliquais. On est dans une société, on est dans un pays où on n'est pas aidé quand on a des enfants. Le moindre truc peut poser, on va dire, problème. On nous incite, entre guillemets, on nous pousse à avoir des enfants, mais derrière, on nous arrange pas en fait quand on a des enfants. Ça peut être très très vite compliqué, ne serait-ce que par exemple quand un enfant est malade et qu'il faut poser des jours. Il y a certains employeurs qui n'aiment pas ça. Enfin bon bref, des exemples, je pense que tu en as. Et voilà, comme je viens de t'en énumérer certains, c'est compliqué et c'est difficile, voilà, d'être dans une société comme ça et d'avoir des enfants. Et voilà, comme je te disais, comme là on est vraiment dans une vidéo où on parle surtout du sommeil, si en plus de ça, eh bien les nuits sont hachées, on va forcément en tant que parent essayer, on va dire, de pousser un petit peu l'enfant à faire des nuits un peu plus complètes et beaucoup moins hachées, mais forcément ça ne va pas marcher, parce que l'enfant n'est pas prêt. Maintenant du coup je te propose qu'on parle un peu plus, on va dire, des pathologies. Je mets vraiment des gros guillemets sur pathologie, mais là je te propose qu'on parle un peu plus, on va dire, des signes qui peuvent, on va dire, être interprétés quand par exemple un bébé dort trop ou pas assez. Donc on va vraiment parler de ça maintenant. Dans un premier temps, on va parler des bébés qui ne dorment pas assez. Les signes qui pourraient te montrer qu'un bébé ne dort pas assez. Donc un bébé qui ne dort pas assez, il est très irritable, déjà dans un premier temps. Il va se désintéresser totalement des jouets quand il joue, en tout cas avec. On va dire que voilà, ça ne va absolument pas du tout l'intéresser quand tu vas avoir un jouet de son âge. Il somnole énormément. Il manque voilà, de sociabilité, il va pas trop vers les autres enfants, il s'intéresse pas. C'est un peu comme le jeu, tu vois. Quand il voit un jouet, ça ne l'intéresse pas. Ben pareil quand il voit d'autres enfants. Et il a un manque évident de concentration. Maintenant, on va passer aux bébés qui dorment trop, là par contre. Donc c'est un bébé ou un enfant qui va, on va dire, continuer à faire des siestes après l'âge de 7 ans. C'est un bébé également qui va s'endormir pendant une activité. C'est un bébé également qui va avoir des confusions quand il va se réveiller d'une sieste ou même du sommeil de sa nuit. Et c'est aussi des bébés qui vont énormément bâiller. Maintenant, on va parler des bébés qui font de l'apnée du sommeil. Quels sont les signes? Eh bien déjà, ce sont des bébés qui ronflent. C'est des bébés qui ont également un sommeil agité, qui dorment aussi la bouche ouverte. Ils peuvent aussi faire du somnambulisme et ils peuvent transpirer anormalement, donc beaucoup. Maintenant, je vais te parler des réveils nocturnes. Parce que ça aussi, ça peut être, on va dire, entre guillemets, un problème. Encore une fois, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte avant de se dire si oui ou non ce sont des réveils nocturnes. Donc déjà, dans un premier temps, on peut qualifier de réveil nocturne un enfant qui de base a l'âge de se rendormir tout seul. C'est également le fait que, voilà, quand tu regardes, on va dire, les facteurs, on va dire, l'environnement de l'enfant, il n'y a pas réellement de cause, il n'y a pas réellement de problème. Mais voilà, comme je te disais, il faut vraiment prendre en compte l'extérieur. Bien évidemment, si par exemple c'était la fête au village chez toi et que l'enfant se réveille 3-4 fois, forcément là ce n'est pas des réveils nocturnes puisque il est réveillé par du bruit extérieur. Là ça a une cause, donc ce ne sont pas des réveils nocturnes. On peut qualifier de réveil nocturne en général à partir de 3 ou 4 ans environ. Encore une fois, c'est une moyenne, mais vraiment il faut penser que le sommeil c'est un processus évolutif et que c'est une acquisition, donc il faut du temps et il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber le sommeil. Voilà pour ça. Maintenant, je te propose qu'on parle des cauchemars et de l'anxiété parce que ces deux choses-là sont reliées. Donc pour t'expliquer un petit peu les cauchemars, on va un petit peu analyser les différentes périodes. Je t'en ai parlé dans la première partie de cette vidéo, mais là du coup je vais t'en reparler pour cette partie-là. Donc comme je te disais, les cauchemars et l'anxiété ça a un lien. Donc forcément en fonction de l'âge, ça va avoir encore un plus gros impact. Donc il faut savoir que entre 8 mois et 2 ans, il y a la fameuse période de la peur de l'abandon. Donc là autant dire qu'au niveau angoisse et au niveau anxiété, on est tout en haut, hein, très clairement, on est au sommet, on est à l'apogée. Il y a aussi également la période de la continence. Ça aussi, pour les enfants, c'est un énorme stress.
parce qu'ils ont l'impression que s'ils n'arrivent pas à être continents, parce que encore une fois c'est le besoin d'un adulte, ce n'est pas le besoin de l'enfant. L'enfant en général est très bien en couche, c'est l'adulte qui force parce qu'il y a l'entrée à l'école entre autres. Et bien forcément si l'enfant n'y arrive pas, il va avoir l'impression d'être une mauvaise personne et voilà, il ne verra pas la fierté dans les yeux de ses parents et pour ça, pour eux, en fait, c'est terrible. Et également ensuite, tu as la période à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans où là, on est vraiment sur une très très grosse période d'apprentissage, entre autres les apprentissages scolaires. Donc là aussi, niveau stress, et là, on est au taquet littéralement. Et on est aussi également à cet âge-là sur un apprentissage émotionnel où l'enfant commence vraiment à beaucoup parler, donc il va beaucoup plus réussir, on va dire, à parler par rapport à ses émotions, à dire qu'il est en colère, à dire qu'il est triste, à dire qu'il est content. Donc tout ça, tout ce gros nœud, on va dire, amène des angoisses et de l'anxiété. Maintenant, je te propose du coup qu'on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, on va dire, au maximum les cauchemars. Dans un premier temps, il faut limiter au maximum tout ce qui est film, dessin animé, tout ça, et histoire qui peut leur faire peur, puisqu'il faut savoir que jusqu'à environ 4 ans, l'enfant pense que tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend, c'est la vérité pure. Donc, autant te dire que si, là évidemment, je prends un cas extrême, mais si tu le mets devant un film d'horreur, autant te dire que là, niveau cauchemar, ça y va. Évidemment, pas besoin de mettre un enfant devant un film d'horreur pour avoir des cauchemars et de l'anxiété, mais très souvent, dans les livres ou dans les films, il y a des histoires de monstres, il y a des histoires de sorcières, et là, autant dire que niveau anxiété, on est au max. Essayez aussi de réduire les sources de stress, surtout par rapport à l'école. Demandez à l'enfant comment ça se passe à l'école, si tout va bien. Se demander aussi si on n'est pas trop sévère. Et laisser également l'enfant s'exprimer sans jugement, surtout par rapport à ses émotions. Le laisser vraiment respirer et le laisser, on va dire, évacuer, surtout quand ils reviennent de l'école, où là, très clairement, c'est un petit peu des tempêtes. Il faut vraiment leur laisser le temps de redescendre et de tout évacuer. Et pour les enfants qui ne parlent pas, ne pas hésiter à leur donner un crayon, une feuille et les laisser gribouiller. Le fait de gribouiller, en fait, ça va les décharger également. Pour la nuit, également, si l'enfant le souhaite, ne pas hésiter également à mettre une veilleuse dans la chambre et laisser la porte ouverte. Après le cauchemar, du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est de rassurer l'enfant, lui dire que tout va bien, qu'on est là, qu'on l'aime et qu'il n'y a pas de danger. Le câliner et rester avec lui. Et le mieux, évidemment, c'est de dormir après le reste de la nuit avec lui. Maintenant, du coup, je vais te parler des terreurs nocturnes. Donc, les terreurs nocturnes, elles surviennent, contrairement aux cauchemars, elles surviennent quelques heures seulement après le coucher. Et maintenant, du coup, je te propose qu'on regarde d'un peu plus près la différence entre les cauchemars et les terreurs nocturnes. Tu vas voir, c'est assez facile à identifier. Les cauchemars, du coup, l'enfant va avoir énormément de mal à se rendormir parce que justement, il va avoir peur, en fait, de refaire un cauchemar, ce qui n'est absolument pas le cas des terreurs nocturnes. Pour les cauchemars aussi, également, l'enfant va chercher vraiment le contact avec ses parents. L'enfant va chercher le contact avec ses parents. Contrairement aux terreurs nocturnes où l'enfant va être très très violent, il va vraiment avoir des gestes où il va repousser le parent, il va taper, il va frapper. Également, pendant les terreurs nocturnes, l'enfant va en fait avoir les yeux grands ouverts, contrairement aux cauchemars où en général ils ont les yeux fermés. Et il va également du coup avoir les pupilles très dilatées et il va transpirer également énormément. Maintenant, on va parler des méthodes de dressage au sommeil et plus particulièrement celle qui est la plus connue dans le domaine, à savoir le laisser pleurer. Est-ce que tu as remarqué, toi aussi, que ce sont des hommes qui ont inventé ces méthodes? Ce sont des soi-disant docteurs qui, par des chronomètres, des tableaux et des chiffres, ont décidé que la meilleure façon d'éduquer un enfant au sommeil, c'était de le laisser pleurer. Formidable. Encore une fois, c'est des hommes, alors que ce n'est même pas eux qui pondent un enfant, n'est-ce pas? On ne t'explique absolument pas, on ne te dit absolument pas d'écouter ton instinct. Et pourtant, c'est ce qui nous sauve à chaque fois. Quand on se sent en danger, notre instinct nous le dit. Par contre, là, comme par hasard, quand il faut éduquer un enfant au sommeil, l'instinct il disparaît et on n'a plus terminé, basta. Alors je pense que si tu fais partie de ces personnes qui ont, on va dire, laissé pleurer leur enfant, tu auras senti ça au fin fond de tes tripes, à savoir que tu vas suivre ces méthodes-là, tu vas suivre le tableau en te disant que tu vas le laisser pleurer 5 minutes et puis ensuite tu vas revenir, tu vas lui dire que tu es là puis tu vas repartir. Enfin bref, à chaque fois il y a eu des méthodes différentes, mais à l'arrivée c'est, on va dire, le même procédé, on va dire entre guillemets. Et bien au bout d'un moment, à force d'entendre ton enfant pleurer, tu vas ressentir au fin fond de toi quelque chose qui va te dire d'aller le chercher, mais tu vas tout bloquer, tu vas te dire non,
on m'a dit qu'il fallait pas faire ça. Alors que ton instinct, au plus profond de toi, te dit d'aller chercher ton bébé et te dit également de le bercer parce qu'il en a besoin. Eh bien non, incroyable. Grâce à ces fabuleux docteurs qui ont inventé toutes ces méthodes les plus débiles les unes que les autres, eh bien tu vas tout bloquer et tu vas refuser de faire ça. Alors que pourtant tu es parent et pourtant c'est ton bébé, toi-même tu sais ce dont il a besoin, tu es la seule personne sur cette terre à savoir, on va dire, voilà, à savoir de quoi a besoin ton bébé. Eh bien non. On a tellement bien fait les choses, on a tellement dit que c'est les médecins qui savent tout et qui savent mieux que tout le monde, qu'en fait au lieu d'écouter ton instinct, au lieu de t'écouter toi, tu vas écouter quelqu'un qui ne connaît pas ton bébé. C'est un truc de fou quand même. Et en plus, cette personne qui t'aura dit de faire ça, et que du coup tu vas écouter forcément, eh bien va te dire que ton enfant va se mettre dans des états pas possibles. Il va faire des caprices, il va hurler, il va crier, il va même vomir. Tout ça pour attirer ton attention. Eh ben putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est ridicule, c'est n'importe quoi. Je vais te prendre un exemple pour que ça soit beaucoup plus parlant. Admettons, demain, toi tu es mal. Voilà, tu arrives à ton travail, tu es mal, tu pleures. Tu t'effondres complètement. Tu as besoin que quelqu'un vienne te réconforter. Tu vas pleurer, pleurer, pleurer. Et là, tous tes collègues de travail vont passer à côté de toi, ils vont complètement t'ignorer. Comment tu vas te sentir? Eh bien, je pense que tu vas te sentir très très mal. Ce qui est normal, puisqu'en fait, on est des êtres sociables à la base, et on a besoin des uns et des autres pour réussir à fonctionner. Surtout quand on est mal, qu'on a besoin de réconfort, ne serait-ce que besoin d'un câlin pour se sentir mieux. Eh bien là, en fait, tu vas te rendre compte que tout le monde t'ignore. Personne, mais alors personne te calcule. Et bien au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre de côté complètement, tu vas t'oublier et voilà, tu vas avancer dans ta vie sans en fait prêter attention aux autres. Et c'est ça qui est mauvais quand on laisse un bébé pleurer. Déjà, ça leur fait faire un choc émotionnel. Au plus ils sont petits, au plus le choc est important. C'est pour ça que très souvent on te dit non mais il faut faire ça dès qu'ils sont tout petits. Limite dès qu'ils sont nouveau-nés. Comme ça, ils vont prendre l'habitude très rapidement. Et oui, parce qu'en fait, au plus ils sont petits, au plus le choc émotionnel est grand et important, au plus le traumatisme est immense, et au plus ils sont malléables. Donc bon bref, le laisser pleurer, c'est ultra mauvais pour le cerveau, puisqu'en fait ça sécrète du cortisol, puisque tellement que pour eux c'est intense, tellement que pour eux c'est un trauma, ça crée du cortisol. Et le cortisol, c'est ultra mauvais pour les connexions neuronales en fait, qui vont au fur et à mesure s'éteindre en fait, et qui vont se détruire en fait. Par rapport au laisser pleurer, j'avais très envie de rajouter quelque chose. En général, on dit que voilà, le cerveau est malléable, tout peut, on va dire, se reconnecter, les neurones, tout ça. Donc même si on a laissé pleurer un enfant, c'est pas grave, on peut toujours tout rattraper. C'est vrai et faux, c'est-à-dire que oui, on peut entre guillemets rattraper, on va dire, le traumatisme. Enfin, rattraper, c'est un grand mot, mais comment t'expliquer ça de façon claire? Il va y avoir quand même une trace du traumatisme, voilà, le traumatisme est marqué. C'est sûr qu'après, on peut faire les choses de façon à ce que ça évolue positivement, on va dire. Mais il faut pas oublier que le traumatisme est bien là, et le traumatisme, en fait, est marqué au fer rouge dans le cerveau. Voilà. Est-ce que le fait de laisser pleurer un bébé, ça va le faire dormir toute une nuit? Eh bien, malheureusement, oui. Au bout d'un moment, c'est sûr que si tu le laisses pleurer, et bien au bout d'un moment, le bébé va arrêter de pleurer et le bébé va faire sa nuit, entre guillemets. Mais au bout de combien de semaines? Au bout de combien de jours tu vas devoir, on va dire, supporter ça, et ton bébé va devoir supporter ça. Mais à l'arrivée, le bébé aura un énorme traumatisme. Ce qui peut d'ailleurs entraîner à long terme, en fait, si tu laisses ton bébé pleurer, eh bien, des cauchemars, des terreurs nocturnes, du somnambulisme même. De l'agitation également au moment du coucher, de l'anxiété chronique, l'angoisse de séparation qui est encore plus importante de ce qu'elle est de base déjà. On apprend littéralement à un bébé en fait à ne pas se plaindre entre guillemets dans une situation donnée, on va dire. On apprend aussi à le dépersonnaliser aussi également. Très souvent on dit par exemple c'est le bébé de madame untel. On dit pas tellement le prénom de l'enfant très souvent. On dit très souvent ah c'est le bébé de la voisine, ce qui du coup le dépersonnalise complètement et on a l'impression en fait que ce n'est pas un individu à part entière, on a plus l'impression que c'est, on va dire, l'objet de quelqu'un. Et donc forcément, on risque, en pensant comme ça, de se permettre plus de largesse, on va dire. Parce que voilà, comme je te prenais un exemple juste avant, mais si par exemple, on explique la même situation, mais à la place, on met par exemple un papy qui a 80 ans, par exemple, ça va nous choquer. Par contre, un enfant, ça passe crème, alors ça passe tout seul. Maintenant, du coup, on va parler du sommeil et de la croissance, parce que les deux ont un lien. Et ça aussi, je pense également que tu l'as entendu. Parce que très souvent, on te dit que si un enfant ne dort pas assez, il va avoir des problèmes de croissance.
Bon, déjà, de base, un enfant ne dort pas assez pour qui, déjà? Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que l'enfant réellement ne dort pas assez? Ou est-ce qu'il ne dort pas assez pour le parent ou pour le pédiatre? Ça, déjà, il faut le prendre en compte. Alors du coup, il faut savoir que l'hormone de croissance, du coup, est sécrétée pendant le sommeil profond. Et tous les bébés dorment profondément à un moment donné dans leur cycle de sommeil. Donc déjà, il ne peut pas manquer, on va dire, de l'hormone de croissance. C'est impossible. Peu importe que ton bébé soit soi-disant un petit dormeur ou un gros dormeur, comme tu l'auras compris, il va avoir, on va dire, sa phase de sommeil profond, donc il va avoir l'hormone de croissance. Mais un enfant qui est trop sujet à l'anxiété, donc par exemple à cause de la fameuse technique du laisser pleurer, qui va sécréter du cortisol et de l'anxiété plus, et bien du coup, l'enfant peut avoir du mal à sécréter l'hormone de croissance, justement. C'est entre autres pour ça qu'il ne faut pas écouter les pédiatres ou les gens qui vont te dire de le laisser pleurer pour x ou y raison, parce que le bébé a besoin de faire ses poumons ou je ne sais pas quelle autre excuse, ne fais surtout pas ça. Maintenant, on va parler des mauvaises habitudes. Est-ce qu'un bébé peut avoir des mauvaises habitudes? Personnellement, ce que je trouve assez curieux, c'est que tous les bébés sur Terre ont les mêmes soi-disant mauvaises habitudes. C'est assez curieux quand même. Et pour avoir des mauvaises habitudes, ça voudrait dire que quelqu'un leur a montré ces fameuses mauvaises habitudes. Bon, autant dire que c'est littéralement impossible. En quoi c'est une mauvaise habitude de pleurer pour un enfant alors que c'est son seul moyen de communication? En quoi c'est une mauvaise habitude de demander les bras plutôt que de vouloir dormir avec un nounours dans un lit froid? En quoi c'est une mauvaise habitude de vouloir dormir tout près de la personne que l'on a côtoyée pendant 9 mois, la maman, plutôt que de vouloir dormir avec, on va dire, un objet de substitution comme un doudou ou un nounours? Tout ce que je viens de t'énumérer, ce ne sont pas des mauvaises habitudes, mais ce sont des besoins. Après, encore une fois, je ne veux pas culpabiliser les parents qui ne font pas tout ça. Il faut aussi écouter nos besoins et faire, entre guillemets, ce qui nous parle et ce qui nous permet aussi d'être bien dans notre parentalité. Mais j'estimais que c'était important de parler de ça. Le problème avec ce terme mauvaise habitude, c'est que très souvent, le problème, c'est les attentes qu'ont les parents, l'entourage ou le pédiatre par rapport aux enfants. Ce sont ce qu'on appelle les attentes complètement irréalistes, où on veut que ce petit être complètement immature, qui ne peut pas vivre seul et qui est complètement dépendant d'un adulte, eh bien, on aimerait justement que ce bébé qui vient tout juste de naître soit complètement indépendant, justement, qu'il puisse tout faire tout seul. Et ce qui est assez curieux, parce que tout de suite, si un enfant, je vais te dire une bêtise, mais tout de suite, si un enfant à l'âge de 3 mois limite sait marcher, tout de suite, on va lui dire qu'il est anormal. Pourtant, c'est ce que cherchent les pédiatres et certains parents, à tout de suite vouloir qu'il soit tout de suite indépendant de sa mère, de ses parents, limite qu'il prenne son bibi tout seul, avec les mains, alors qu'il n'en est clairement pas capable. On aimerait en tant que parent pouvoir manger tranquillement, on aimerait avoir de nouveau un peu cette insouciance qu'on avait avant d'avoir des enfants, le fait de pouvoir tout planifier à la dernière minute, le fait de pouvoir manger chaud, de pouvoir boire son café ou son thé chaud. On aimerait ne pas prendre une douche en 2 spies, on aimerait pouvoir prendre le temps de faire les choses, on aimerait pouvoir passer notre journée plutôt que de devoir rattraper le retard du linge sale dans le panier à linge, devoir faire la vaisselle et tout le reste. On aimerait pouvoir se poser dans notre canapé et larver, mais tout cela en fait, on ne peut plus le faire. On n'a plus le temps de le faire. Nos journées qui ne font que 24 heures devraient durer 48 heures pour réussir à rentrer tout le planning qu'on a à faire en une journée. On aimerait avoir un bébé un peu plus indépendant et en même temps, quand on le voit grandir, on est les premières à pleurer et à ranger les bodys de 1 mois, de 3 mois dans le placard. Bref, pour conclure cette vidéo, tu l'auras bien compris, les premières années de vie d'un bébé sont sans doute les plus difficiles parce qu'il apprend à être de plus en plus indépendant de nous, il a besoin de nous pour tout et pour ça, c'est très dur d'être parent. Il faut laisser du temps au temps, que ce soit pour le sommeil et encore pour bien d'autres choses. Bref, ne t'inquiète pas, les enfants finissent tous par dormir à un moment donné, ne t'inquiète pas, ça marche, un jour ou l'autre tu verras, tout ce que tu as mis en place va finir par payer, que ce soit sur n'importe quel domaine, que ce soit le sommeil, que ce soit les émotions aussi également, qui sont extrêmement importantes. Bref, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que ces 2 vidéos sur le sommeil de nos enfants t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis par rapport à cette vidéo. Et si tu veux discuter de quelque chose ou même de me parler de la partie 1, tu peux le faire en commentaire sous cette vidéo, il n'y a pas de souci. Ça me tenait vraiment à cœur de te faire cette vidéo parce que j'estime que c'est
tellement important qu'on en parle. Vraiment, le livre Dormir sans larmes, je te le conseille à 10 milliards de pourcents, il est incroyable. Et il se lit très très facilement, vraiment, je te le conseille. Il n'est pas très très gros comme livre, il peut faire un petit peu peur, mais il me semble qu'il n'y a que 240 pages à lire. Vraiment, ça se lit super vite et j'ai beaucoup aimé son écriture. Donc, voilà. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.